présents, pour ceux qui sont ici et puis ceux qui sont dans le virtuel, et même merci à ceux qui sont outre-mer. Réunion internationale en direct de Washington, je vous le signale pour ceux qui font ça. Et ça, c'est quand même rare et on y tient. Merci à Anna Cassel et à Manon qui vont présenter. Puis merci au service de Pauline Carobaz, voilà, de s'associer à nous et à tous ceux qui sont présents. J'espère que vous aurez le temps de parler, de discuter. Et je passe tout de suite la parole à nos experts. Ou à Noah. Deux mots à dire. Deux mots. Merci à tous. Bonsoir. Alors, deux petits mots, juste d'un point de vue organisationnel. On a donc effectivement le mode hybride. On espère que tout va bien se passer. Pour l'instant, ça se passe plutôt pas trop mal. On aura des quiz interactifs avec WooClub à différents moments. Donc, on vous donnera, que ce soit en ligne, le lien est aussi le QR code à scanner. C'est important de bien démarger. Donc, là, ici, tout le monde l'a fait en présentiel, en ligne. On met régulièrement le lien dans le chat. Et si vous avez des questions, vous pourrez les poser à des moments précis en prenant la parole. Et sinon, vous pourrez les écrire dans le chat. Et Audrey, qui est en ligne, fera le relais. Voilà, c'est tout ce que j'ai à dire. Organisationnel. On vous laisse la parole. Merci. Merci. Vous pourriez vous rapprocher du micro. Ah On vous entend très bien. Est-ce que vous m'entendez? Bonsoir à tous, bonsoir en distanciel. Je suis le docteur Annabelle Castagne, je suis infectiologue à l'hôpital de ville de Saint-Jean et je suis accompagnée de Manon Deschamps qui est pharmacien hospitalière. Nous travaillons dans le cadre de l'EMA, qui est l'équipe multidisciplinaire d'antibiothérapie au CHIV. On est avec le GH Confluence avec Créteil. C'est une présentation qui a été faite avec la CPTS Octobre. Merci beaucoup à Marie-Hélène pour l'organisation, à Virginie, à Noam pour l'intendance et bien sûr à André. Et merci aussi aux différentes CPTS avec lesquelles nous travaillons, la CPTS IJ, CPTS Valvière, et merci à Una Formec. Et nous pouvons commencer. Je peux passer avec ça du coup? Non, c'est juste ton micro. Donc, sur une thématique infection respiratoire, actualité et nouvelles recommandations, l'hiver sera-t-il plus serein? Je vais passer à l'écran pour pouvoir regarder la caméra, pour regarder ce que ça donne. Hop, on vous voit bien. Attendez. Voilà. Ouais, c'est pas mal là. Vous en pensez quoi? Oui. Voilà. Pour l'image. Et voilà. Alors, moi, là, ils vous entendent mieux à distance que le quad à côté de nous. Super, merci beaucoup. Hop, je repasse ici et je vous passe à des potions. Donc, tout d'abord, une petite diapo d'usage et coutumes lors des réunions pluriprofessionnelles ville-hôpital. Vraiment, on est dans une importance d'un climat de travail positif lors des réunions. Merci d'écouter les autres participants lorsqu'ils s'expriment, à avoir l'esprit ouvert, chercher des solutions de compromis. N'hésitez pas à couper votre micro en dehors de votre prise de parole. Vous pouvez bien sûr poser toutes vos questions pendant la présentation, comme l'a dit Noam, via le chat ou je pense qu'il y a le système de main levée pour dire coucou. Et voilà, on est ouvert à toutes les questions dans un climat de bonne entente. Tout d'abord, un petit premier WooClub de participation. On vous invite à scanner le QR code. On va remettre le lien dans le chat. Nous mettons le lien dans le chat. Non, ouais, ça va démarrer. Quand vous voulez, je démarre. Et ben, c'est parti. Donc, tout d'abord, une première question. Citez les sources que vous connaissez et utilisez dans le cadre du bon usage des antibiotiques. Question un peu large. Alors, c'est vrai qu'ici, sur place, on est pluridisciplinaire. On a infirmières, biologistes, pharmaciens, psychologues, IPA, médecins, de toutes les spécialités. Et on en est ravis. Là, il s'agit d'un pré-test, hein, donc l'idée, c'est pas d'avoir les réponses en direct. On discutera de toutes les thématiques abordées au fur et à mesure de la présentation.
Est-ce qu'en ligne, ça fonctionne? Ouais, Euh, pour ceux en ligne. coordonner, alors, je pense que c'est vous qui avez le micro. Est-ce que c'est bon pour vous en ligne? Oui, on vous entend, par contre, lointain. Ah, d'accord. Est-ce que vous pouvez réafficher le QR code? On peut réafficher le QR code. Oh oui, s'il vous plaît. Merci. Peut-être qu'on peut. Ouais. Ouais. Donc là, voilà, effectivement, nous n'allons pas donner les réponses de tout discuter, ce sera balayé dans la présentation. C'est juste un petit peu pour voir les réponses. Ah, du coup, on ne voit pas les. Ah, vous voulez voir l'instant? Ah, bah, ça aurait été. Ouais. Voilà. D'accord. Primo, Répia, Antibioclic, Cepias, Antibioclic, Vidal, les cours, Antibioclic, la star, CRATB, Vidal, Hippopie, Antibioclic, Spilf, Pili, Antibiotest, Adessex. Peut-être qu'on va même nous-mêmes découvrir des outils de bon usage, hein. C'est tout le but de ces. C'est le code de la. Ah, ok. Vidal, antibiotiques. Ok. C'est le piège. Ok, bah super. On peut passer à l'autre, à la deuxième question. Donc, concernant les angines, quelles sont les propositions vraies? Il s'agit d'une maladie amygdalienne infectieuse, généralement due à un virus. Les complications des angines bactériennes sont rares mais graves. Le pharmacien d'officine peut réaliser un TROD lorsque le patient se présente sans ordonnance à l'officine à partir de 3 ans. Un score de Makisak supérieur ou égal à 3 est une indication à la réalisation d'un TROD. Et l'antibiotique de première intention recommandé chez l'enfant est la céphalodoxime. Ouais, on peut afficher les réponses. Alors après, c'est. Okay. Peut-être qu'on abordera les réponses dans la présentation. Ouais. Ouais, ok. Ça marche. On a fait une dernière. Encore 2 questions. Ouais, question suivante. Concernant la pnéumopathie d'inhalation, quelles sont les propositions vraies? Un ECBC est recommandé pour le diagnostic d'une pnéumopathie d'inhalation. L'ajout du métronidazole est indiqué pour couvrir la flore anaérobie. Une inhalation doit conduire à un traitement antibiotique précoce. Les soins bucco-dentaires font partie de la prévention des pnéumopathies d'inhalation. On va afficher les réponses en même temps. Ok. Et dernière question. Quelles sont les propositions vraies? Le pneumocoque est la principale bactérie responsable de pneumopathie. La bronchiolite, bronchite liée au VRS ne se retrouve que chez les enfants. Le traitement d'une pneumopathie bactérienne est en moyenne de 10 jours. Et une vaccination par Prévenard 20 peut être réalisée moins d'1 an après la vaccination par le Prévenard 13. Ok. Voilà, on va revenir au diaporama. Donc, tout d'abord, une introduction et quelques fondamentaux pour la présentation avec des cas cliniques sur les différentes thématiques des infections respiratoires
côte et angine. Alors donc ça, on fait cette présentation en partenariat avec la CPTS Octave, qui est en action depuis 2019, qui regroupe les professionnels de santé d'Orly, Choisy-le-Roitier, Ablon-sur-Seine et Villeneuve-le-Roi, dans un but de rassembler ces professionnels libéraux d'un territoire pour faciliter la coordination et améliorer les conditions d'exercice. Et donc, nous sommes de l'équipe multidisciplinaire d'antibiothérapie qui a été créée en 2024, labellisée par l'ARS, en lien avec le CRATB d'Île-de-France. Il est basé sur l'hôpital du Chiv et on intervient dans différents secteurs, la ville, les établissements de santé publics, privés, les EHPAD, principalement sur le secteur du 91 et 94, même si des fois ça va aussi jusqu'à un peu dans le 77, avec des missions cliniques, mais également des missions stratégiques de bon usage en antibiotiques, que ce soit de manière organisationnelle, mise en place et pilotage de programmes locaux, en lien avec les CPTS Octave, Vigie et Val-de-Seine. Voilà, et donc c'est la première présentation en collaboration dans ce cadre-là. Donc, on vous parlait des missions de bon usage et finalement, pourquoi nous, on a cette mission en tant qu'EMA de venir parler de bon usage? Déjà parce que les autorités sanitaires, qu'elles soient nationales ou internationales, s'alertent sur le sujet de l'antibiorésistance. Ça fait partie des 10 priorités pour l'OMS. Donc c'est un vrai sujet et je ne sais pas si c'est des infos que vous avez déjà vu passer, mais il y a ce message qui est quand même très alertant qui indique que, vu la progression actuelle, l'antibiorésistance serait la première cause de mortalité en 2050. Donc c'est un sujet et on risque, si ce scénario se produit, de se retrouver en impasse thérapeutique de plus en plus fréquemment, parce que plus on va surconsommer d'antibiotiques, plus on va exercer une pression de sélection qui va augmenter l'apparition de résistance. On a mis BMR et BLSE, mais aujourd'hui, c'est presque du domaine du courant, ces bactéries résistantes, et on voit une évolution avec les BHRE, donc les bactéries hautement résistantes, qui développent des mécanismes de résistance plus importants, qui suivent la même cinétique que les BLSE il y a quelques années. Donc c'est un vrai sujet. On peut passer à... Et à titre d'information, donc on parlait de surconsommation d'antibiotiques. En France, en Europe, pardon, la France est le 5e pays le plus consommateur d'antibiotiques. Donc on est quand même pas très bien classé. 5e, c'est pas une bonne place dans ce cas-là. Et c'est pour ça que les missions de bon usage ont toute leur place. On peut passer. L'autre sujet, c'est quand même que si on regarde ce que nos autorités sanitaires nous proposent en termes de plan, là on voit la stratégie nationale 2022-2025, quand on creuse un peu sur les prescriptions et où sont utilisés les antibiotiques, on se rend compte que 90% des antibiotiques sont dispensés en ville, et c'est pour ça que nos actions, certes, on travaille en hospitalier, en tout cas en EMA, on est basé en hospitalier, mais c'est important d'aller vers la ville puisque 90% des prescriptions viennent de la ville. Les antibiotiques sont dispensés en ville. Et aujourd'hui, on rentre même dans une autre démarche qu'on appelle en français une seule santé, mais que vous avez peut-être entendu sous le nom de One Health, qui intègre à la fois la santé humaine, mais aussi la santé animale et donc tout le versant vétérinaire où il y a énormément de consommation d'antibiotiques, et même la santé environnementale puisqu'on contrôle ce qui passe dans les eaux notamment. Donc on est sur un vrai sujet global. La consommation d'antibiotiques, ça ne concerne pas que les humains. Là, je vous ai mis des informations en entonnoir. On est passé du mondial à notre secteur. Donc si on s'intéresse à l'antibiorésistance sur le territoire des 3 CPTS concernés par la présentation ce soir, on voit que sur la population générale, les pourcentages d'antibiorésistance retrouvés correspondent au pourcentage sur le territoire national, donc environ 33,5%. Ce que nous, on a trouvé intéressant de vous montrer quand même, c'est que sur l'antibiorésistance chez les enfants, que ce soit de moins de 4 ans ou de plus de 4 ans, enfin, ou jusqu'à 16 ans, et ben, les chiffres du territoire sont quand même plus élevés que la moyenne nationale. On a entre 2 et 4% de différence
Et donc, c'est un peu un message d'alerte sur l'utilisation des antibiotiques aussi chez les enfants, où on peut avoir, pareil, ce réflexe de prescription, mais finalement, on voit qu'il y a quand même chez nous une différence par rapport au territoire national. Donc ça, c'est un petit message épidémiaux. Et donc, un, parce que c'est des messages de santé publique, et deux, des missions de bon usage, parce qu'en fait, les programmes de bon usage, ça fonctionne. Et donc là, à titre d'information, on vous a mis une étude qui a été réalisée en Espagne de 2012 à 2017, où il y a eu un travail de fait avec 214 centres de soins primaires, 1 millier de médecins généralistes et plus de 250 pédiatres, où les professionnels étaient sensibilisés au bon usage des antibiotiques. Et sur cette période, on a constaté un impact significatif, puisqu'on passe de 36% de prescriptions inappropriées d'antibiotiques à 27%, avec une diminution significative des prescriptions de ciprofloxacine, donc de quinolone, de C3G, et une augmentation d'antibiotiques avec des spectres plus étroits, comme l'amoxicilline et la phosphomycine, qui aboutissait à une baisse d'apparition de colis BLSE. C'est pas une baisse significative, mais c'est une baisse quand même, et c'est sur une population ciblée, sur une période ciblée. Donc c'est quand même un message de promotion de ces missions de bon usage. Donc, ce que disait Anna, c'est que nous, là, comme c'est la première collaboration CPTS-EMA, on a demandé quels étaient vos besoins, et donc on a décidé, en cette période hivernale et d'épidémie, on peut dire, de discuter des infections respiratoires avec vous ce soir. Donc, dans les fondamentaux, on va aborder que des points assez simples, à savoir d'abord l'épidémiologie des infections respiratoires, des outils pour la gestion des périmés aussi, et les outils que vous pourrez utiliser en bon usage. Tout ce qui est plus clinique, on reviendra dessus dans les cas cliniques, donc il y aura des infos et des recommandations à ce moment-là. Bon, sans surprise, les infections respiratoires hivernales, on retrouve majoritairement des viroses, avec comme grande star de l'hiver les virus grippaux, le VRS et le Covid. Donc là, vous voyez, c'est un schéma de cette année, mais on retrouve la même chose tous les ans, ces pics de virus au moment des épidémies hivernales. Si ensuite on passe, là, vous avez les chiffres un petit peu plus ciblés des taux d'incidence des infections respiratoires aiguës, donc sans pathogènes associés, et on voit bien que sur la fin d'année 2024, début d'année 2025, on a eu une augmentation de ces infections respiratoires aiguës, particulièrement chez les plus jeunes. Mais avec une petite diminution là chez les adultes, mais globalement, on enchaîne des petits pics épidémiques. Et sur la figure de droite, vous voyez les mêmes infos, enfin, vous voyez des infos pareilles sur la fin d'année et début d'année 2025. Et ce qu'on voit, c'est que si nos virus VRS, métapneumovirus, les rhinovirus restent relativement discrets, on est en plein pic pour la grippe, et ça, je pense que vous avez dû le constater au quotidien. Là, je vous ai mis les derniers résultats, les derniers rapports du réseau Sentinelle, donc de la semaine dernière. Pour les virus grippaux, on est sur un fort niveau d'activité, et même quand on aperçoit des petites diminutions, ça repart. On est toujours considéré en forte activité, avec en virus majoritaire la grippe A. Pour le VRS, on observe globalement une diminution, là sur les 2 dernières semaines en médecine générale, et une diminution de l'incidence des cas de bronchiolite chez les moins de 2 ans. Le rapport disait que l'activité, elle était inférieure à celle qu'on voyait d'habitude. Et pour le Covid, l'activité et le niveau d'activité est considéré comme faible, et il n'y a pas actuellement de pic. Donc ça, c'était la petite partie virose. Concernant l'autre problématique qu'on rencontre tous les ans depuis quelques années à cette période, c'est les pénuries d'antibiotiques. On constate, vous voyez sur cette figure, une augmentation tous les ans du nombre de ruptures de stock.
qui provoquent forcément des problématiques de prise en charge parce qu'un patient va arriver à l'officine, il n'y aura pas de traitement, enfin, ça va forcément poser problème. Du coup, nous, on a un peu cherché les ressources qui étaient disponibles. Et tu peux passer, merci. Et la ressource principale, c'est ce plan hivernal qui a été mis en place par l'ANSM. L'objectif, c'était de sécuriser les besoins sur des médicaments ciblés, que sont les antibiotiques, les médicaments contre la fièvre, les corticoïdes et les médicaments contre l'asthme. Là, moi, je vous ai évidemment présenté que les antibiotiques. C'est des datas qui sont mises à jour toutes les semaines. Donc, on est quand même sur quelque chose de mouvant et d'assez fiable, avec à la fois la couverture pour les industriels, pour les grossistes et pour les pharmacies de ville, en sachant qu'on n'a pas les mêmes critères. Eux se basent sur ce qu'ils ont produit au maximum les années d'avant, quand nous, on se base sur les besoins qu'on a eus au maximum. Donc, ça, vous pouvez le retrouver à chaque fois avec, quand vous avez la pile intégralement chargée, c'est qu'il y a actuellement pas de souci. En suivant, bien évidemment, le circuit d'approvisionnement demandé, à savoir, on ne passe pas par les laboratoires, on ne passe que par les grossistes. Ça permet de gérer le flux. En orange, c'est acceptable et en rouge, on n'en a pas pour le moment, c'est insatisfaisant, en sachant que ce que vous avez en noir, c'est des médicaments qui sont peu ou pas stockés en pharmacie de ville, donc les infos ne sont pas données. Donc cet hiver, sur les deux principales problématiques que sont les médicaments à base d'amoxicilline ou amoxicilline acide clavulanique, on a une amélioration de l'approvisionnement. N'hésitez pas à me couper si vous, en pratique, c'est pas le cas, mais j'ai pas eu de retour sur le fait que ce soit problématique. C'est pour ça que la mesure d'approvisionnement par les grossistes répartiteurs est hyper importante. En revanche, pour la clarithromycine, on est toujours en tension d'approvisionnement. Il y a quelques semaines, la NSM mettait des niveaux en rouge. On est passé en orange, sauf qu'on est aussi en orange chez les industriels. Donc, on est sur une période de tension quand même d'approvisionnement qui ne s'améliore pas. Mais du coup, il y a des outils disponibles sur notamment, la NSM propose des recommandations pour les pharmaciens, pour les médecins, sur la gestion de ces ruptures, de ces pénuries, avec des options comme l'azithromycine qui est une option, et tous ces documents sont disponibles en ligne et se trouvent très facilement, donc il ne faut pas hésiter à vous en servir. Je les mets juste après, vous les verrez. Et donc, si on fait un récap, les outils que vous pouvez utiliser et qui sont fiables, il y en a pas 150 000 pour les ruptures. C'est ces points de situation hebdomadaire de la NSM. Faut pas hésiter à aller les consulter. Et les conduites à tenir, les recommandations de bon usage, vous en trouvez sur la NSM, ce dont je vous parlais. Mais il y en a également via via la SPILF ou le CRATB, alors Île-de-France, mais en réalité, il y a des CRATB dans différentes régions et vous trouvez ce type d'informations où on retrouve les conduites à tenir en cas de tension d'approvisionnement. Donc, l'amoxicilline, c'est un document qui avait été fait l'année dernière. Cette année, on rencontre moins ce problème. Et le document dont je vous parlais pour la clarithromycine à droite, donc là, j'ai pris les recommandations pour les pharmaciens. On est sur des recommandations plutôt d'approvisionnement, mais il y a les mêmes pour les médecins. Et enfin, du coup, le troisième point de nos fondamentaux, qui est plutôt les outils que vous pouvez utiliser en pratique pour faire du bon usage antibiotique. On vous les a mis ici. Donc d'abord, il y a AntibioClick, qui a été pas mal cité au début et que je pense du coup tout le monde connaît. Qui vous donne, qui vous aide à prescrire les antibiotiques en soins primaires. Donc, pour le coup, c'est un outil qui est peu utilisé à l'hôpital, mais qui est très pratique pour la ville. Ensuite, il y a Recomédical, qui est un site sur lequel vous avez des recommandations par pathologie, avec à la fois tout ce qui va être définition, diagnostic différentiel, clinique, examen complémentaire, traitement et suivi. Et c'est une base de données qui est mise à jour très régulièrement. Donc, on est sur de l'actualité, sur des nouvelles recommandations systématiquement, que vous pouvez vous baser dessus de manière assez sereine. Ensuite, le CRATB dont je parlais, qui est notre centre d'appui en Île-de-France sur l'antibiothérapie, eux partagent des supports, donc comme ce que je vous ai montré sur les tensions, mais qui sont également
moteur sur des propositions de webinaires et de formations, il ne faut pas hésiter à s'inscrire sur leur site. Il y a des newsletters, il ne faut pas hésiter à les suivre sur des réseaux type LinkedIn parce qu'ils actualisent hyper régulièrement ce qu'ils font. Et qui actualisent aussi les recommandations sur les thématiques antibio, qui nous proposent des versions simplifiées parfois. Parce que aller faire de la revue de la littérature, c'est pas toujours simple et ça permet d'avoir sur un site toutes les infos des nouvelles recos. Ensuite, vous avez Liverpool Interaction qui peut vous aider notamment. Alors là, j'ai ciblé la partie infectieuse sur les interactions médicamenteuses avec le Paxlovid qu'on prescrit pour le Covid et qui est quand même responsable d'interactions médicamenteuses avec des traitements assez classiques. Vous avez les statines, par exemple, donc il y a quand même un sujet. Et ce site est très simple d'utilisation. Il suffit de rentrer les traitements habituels du patient pour voir s'il y a des choses à suspendre ou pas. Donc, c'est très instinctif et pratique. Ensuite, il y a la télé-expertise OmniDoc. Donc là, c'est une plateforme sur laquelle reviendra Anna plus tard, mais qui vous permet d'avoir des avis de médecins spécialistes. Nous, au CHIV, on donne des avis en maladies infectieuses et en maladies vectorielles. Donc, c'est un outil que vous pouvez aussi utiliser et qui est disponible, et pour lequel on participe. Donc on s'est dit que c'était important que vous ayez aussi tous l'info. Il y a le CRAT, qui est un outil d'aide à la prescription de tous les médicaments, mais je pense que ça, c'est pareil, c'est un outil qui est en général connu de médicaments compatibles avec la grossesse et l'allaitement. Donc les antibiotiques en font évidemment partie. Et pareil, il y a beaucoup d'infos et de biblios, ce qui est intéressant quand on veut aller un petit peu plus loin que juste oui ou non, je peux prescrire. Enfin, vous avez ces infos-là très simples, mais il y a en plus tout le reste. Et il y a plein d'autres outils. On a vu tout à l'heure dans le WooClap d'antibiotiques qui est aussi mis à jour très régulièrement et qui cible vraiment la prescription d'antibiotiques dans la pratique dentaire. Et vous avez en autre exemple un outil qui n'est pas un outil d'aide à la prescription mais à la non-prescription puisque les patients qui viennent et qui veulent repartir avec un antibiotique à tout prix, c'est pas toujours facile de les laisser repartir sans rien. Sachez que vous avez cette ordonnance type lorsqu'on a choisi de ne pas prescrire d'antibiotiques parce que le patient n'en avait pas besoin et le patient repart avec une explication de pourquoi il n'a pas d'antibiotique. Voilà. Donc maintenant qu'on a balayé ces thématiques un peu générales, on a décidé de vous proposer des cas cliniques. Le premier cas clinique, c'est un cas clinique sur l'angine et c'est un cas clinique plutôt ciblé sur l'officine. Donc, madame, vous pouvez vous remettre sur WooClap. Je vous laisse le temps de vous remettre dessus. Alors, madame Durand vient à l'officine avec son fils Charles, 8 ans. L'ordonnance conditionnelle de téléconsultation indique si TROD angine positif. Et précise... ah oui, c'est ça. Citrode angine positive précise que Charles pèse 26 kg. Quelles situations pour le pharmacien doivent conduire à une réorientation vers le médecin? Un âge inférieur à 10 ans, si non présentation d'une ordonnance de dispensation conditionnelle de l'antibiotique, ordonnance de dispensation conditionnelle de l'antibiotique datant de plus de 5 jours, et le patient ou son représentant légal ne donne pas son accord pour la réalisation du TROD. Oui, on peut, mais on passera surtout après aux réponses sur le diapo. Est-ce qu'on voit les réponses en direct ou peut-être on peut les On peut les mettre. On peut... Ouais. Ouais. Alors, les bonnes réponses étaient si non présentation d'une ordonnance de dispensation conditionnelle de l'antibiotique
Et évidemment, si le patient ou son représentant légal ne donne pas son accord, on ne réalise pas ce geste sans accord. On peut passer à celle d'après. Donc, quand on est dans le cas d'un patient qui est adressé par le médecin vers la pharmacie, donc avec une ordonnance, les critères de réorientation, ça va être si le patient a moins de 3 ans. On ne fait pas de TROD en pharmacie, peu importe, ordonnance ou pas ordonnance. Si on n'a pas d'ordonnance conditionnelle ou si celle-ci date de plus de 7 jours. Donc 5 jours, c'était faux pour cette raison, c'est plus de 7 jours. Si évidemment on n'a pas l'accord du patient ou du représentant légal et si les résultats ne sont pas interprétables ou si le test n'a pas pu être réalisé. On peut repasser au clap. C'est la question. Ouais. C'est pas prévu qu'il n'y ait pas besoin d'un pour ça. D'un quoi? D'un passage médical, les gens peuvent se rendre directement en pharmacie et si vous avez mal à la dent, vous Si, ils peuvent. Il y aura un deuxième cas, mais il y a un cas, typiquement ces cas-là, sont des cas. En fait, le médecin peut faire, parce que typiquement, c'est souvent, on en discutait, quand c'est une téléconsultation, le médecin ne va pas vouloir prescrire l'antibiotique. Lui, il n'a pas pu faire le streptatest. Donc, il va plutôt demander à son patient de se présenter à l'officine et si le test est effectivement positif, antibiotique. Mais les patients peuvent aussi se présenter directement à l'officine, demander à ce qu'on leur fasse le test et obtenir des antibiotiques si le streptatest est positif. Mais on reviendra sur l'autre cas, justement, sur les conditions qui font que... Sylvie, s'il te plaît, bébé. Sylvie, on qui met font ça, que Sylvie. le patient Papa. peut, par exemple... Merci. Par exemple, c'est pas dans les questions, donc je ne fais pas de spoil, mais par principe, une femme enceinte, ce sera une patiente qui ne peut pas juste venir en officine et faire un TROD. Mais dans plein de situations, c'est possible. Alors, du coup, quel est l'antibiotique recommandé en l'absence d'allergie particulière qui doit figurer sur l'ordonnance? Amoxicilline. Oui. Il est tard. Amoxicilline. Oui, exactement. C'est l'amoxicilline. Il n'y a pas besoin d'augmentin, mais l'amoxicilline est l'antibiotique qui doit apparaître à dose de 50 mg kg en 2 prises par jour. Dans le contexte de l'angine chez l'enfant sans dépasser 2 grammes par jour pendant 6 jours. Donc ça, c'est les recommandations de la HAS. Elles se retrouvent facilement pour les pharmaciens de la même manière sur le site de l'ANSM. Alors, quelles sont les recommandations cette fois-ci pour le traitement de l'angine à streptocoque A chez un enfant de 3 ans et plus qui est allergique aux pénicillines? Dans un premier temps, donc là, vous pouvez mettre 2 antibiotiques. Qu'est-ce que vous faites quand le patient est allergique aux pénicillines? Mais juste aux pénicillines. Et qu'est-ce que vous faites quand le patient a une contre-indication aux bêta-lactamines? Ah bah bien sûr, c'est le bon réflexe. Donc là, toutes ces propositions, on est quand même que sur des macrolides. C'est pas la première intention sur un patient qui est uniquement allergique aux pénicillines. On va mettre... Ouais, exactement. Exactement. Ouais, on peut afficher le diapo. Donc, en cas d'allergie aux pénicillines uniquement, en effet, l'antibiotique indiqué, c'est la cefpodoxime, donc l'Orelox, à la dose de 8 mg kg par jour en 2 prises, sans dépasser la dose de 200 mg par jour pendant 5 jours. Et par contre, en effet, en cas de contre-indication aux bêta-lactamines, la clarithromycine, donc le Zeclar, est recommandé
Sachant que j'ai vu azithromycine aussi, on est quand même sur un impact écologique assez costaud de l'azithromycine et donc c'est important de garder en tête que la clarithromycine est un petit peu moins impactante. Alors après, on a parlé des pénuries, hein, donc on s'entend là-dessus et l'azithromycine arrive en deuxième ligne quand la clarithromycine n'est pas disponible. Mais à garder en tête que si on peut, clarithromycine. Alors là, c'est le deuxième cas clinique sur les angines. Cette fois-ci, c'est un adulte, Monsieur Dupont, 37 ans, qui a mal à la gorge et qui présente une fièvre élevée à 39 degrés depuis 3 jours. Lui, pour le coup, il se présente spontanément à la pharmacie. Il n'est pas passé par son médecin traitant. Donc pareil, un petit ou clap, on vous laisse mettre vos réponses. Ah oui, quelle situation devrait conduire à une orientation vers une consultation médicale d'urgence? Est-ce qu'une fièvre rapportée par le patient à plus de 38,5 est un motif de consultation médicale d'urgence ou une fièvre plutôt supérieure à 39,5? Est-ce que présenter des troubles digestifs importants, c'est un motif de consultation d'urgence ou est-ce que présenter des signes de complications locales ou de gravité à l'examen est un motif? Passer. Enfin, on peut retourner au diapo. Alors, les bonnes réponses, c'était la réponse 2, donc la fièvre supérieure à 39,5 et le fait de présenter des signes de complications locales ou gravité à l'examen. La présentation de troubles digestifs, elle est valable, mais que pour les enfants. Chez l'adulte, c'est pas en tout cas dans l'arbre décisionnel qu'on propose aux pharmaciens, c'est pas un motif de consultation médicale d'urgence. Donc les critères de réorientation vers une consultation médicale d'urgence, c'est une fièvre supérieure à 39,5 et des signes de gravité ou de complications à l'examen endo-buccal. Donc une altération franche des constantes, des difficultés à respirer, une hypersialorrhée, des cervicalgies. J'ai mis que des exemples. C'est pareil, hein, en termes d'outils, il ne faut pas hésiter à se référer à ces arbres décisionnels qui ne sont clairement pas affichables là sur un diapo. Et surtout, il faut savoir qu'il y a une formation pour les pharmaciens. Il faut attester d'une formation pour pouvoir effectuer le geste et être capable de prendre les décisions et de prescrire. Donc ça, c'est pas quelque chose qui tombe entre les mains de n'importe qui sans formation et c'est important de l'avoir en tête aussi. En autre critère de réorientation vers une consultation médicale, mais qui ne sont pas des critères d'urgence, vous avez le fait de manquer d'informations médicales. On a le droit de dire que là, on manque d'informations et que du coup, on ne fait pas le test sans ces infos. On ne fait pas chez les enfants de moins de 10 ans. Sans ordonnance, j'entends. Donc tout à l'heure, on avait un enfant de 8 ans avec une ordonnance, c'est OK. Par contre, quand on n'a pas d'ordonnance, on ne fait pas chez les enfants de moins de 10 ans. Ensuite, une durée d'évolution des symptômes qui est supérieure à 8 jours, elle indique qu'il faut aller chez le médecin et explorer plus que juste une angine et faire un TROD. Un retour de voyage en zone tropicale, pour les mêmes raisons. Il y a potentiellement d'autres étiologies à aller explorer. Donc la grossesse dont je parlais tout à l'heure, l'immunodépression, l'insuffisance rénale sévère et une autre antibiothérapie en cours. La question 2 sur ce cas, donc au cours de l'interrogatoire, ce patient, il vous indique les éléments suivants. Donc, il a de la température, il est à 38,9, environ 39. Il ne tousse pas, il présente des adénopathies cervicales sensibles et il n'a pas d'augmentation de volume ou d'exsudat amygdalien. Selon vous, quel est le score de Mac-Isaac de ce patient? Là, on voit plus les critères, c'est moins facile de faire le calcul. Ouais.
Oui, mais c'est pas grave. Ouais, on peut passer et revenir au diapo. Donc oui, la majorité avait raison, on est bien à 3. On peut mettre l'autre diapo direct. Donc je vous ai remis les critères de calcul du score de Mac-Isaac. Là, on a une température qui est supérieure à 38. Le fait de ne pas tousser, c'est plutôt en faveur d'une angine bactérienne. En tout cas, ça peut. Donc, le score de Mac-Isaac, c'est le premier critère pour ensuite aller faire un TROD. La présence d'adénopathie cervicale sensible. Tout ça fait qu'on arrive à 3, sachant que pour les patients qui ont plus de 45 ans, on est moins en faveur d'une angine bactérienne et donc ça fait perdre un point sur le score de Mac-Isaac. Il y a des infos contradictoires et la DGS a sorti un rapport parce que ce chiffre était à 50 ans, 55 ans, et on est bien sûr supérieur à 45 ans, on considère que ça enlève un point au score de Mac-Isaac. Et donc, on réalise le TROD si on a un score supérieur ou égal à 2, qui était une des questions que vous aviez au tout début dans le WCLAP test. Donc, en effet, 3, c'était valable puisque là, on est supérieur ou égal à 2. Donc, le TROD de M. Dupont revient positif. Il faudra donc réaliser les actions suivantes. Vous délivrez l'antibiotique conformément aux recommandations en vigueur en l'absence d'allergie aux antibiotiques préconisés. Vous inscrivez l'antibiotique délivré sur le dossier médical partagé et ou remettez une attestation à M. Dupont. Vous recommandez à M. Dupont de consulter son médecin dans les 24 heures. En cas d'allergie aux antibiotiques recommandés, vous recommandez à M. Dupont de consulter son médecin dans les 24 heures. Et en cas d'allergie aux antibiotiques recommandés, vous prenez contact avec le médecin traitant de M. Dupont. On peut repasser au diapo. Alors, les bonnes réponses, c'était vous délivrez l'antibiotique conformément aux recommandations, en s'étant évidemment assuré des allergies. Il faut tracer cette action, donc on l'inscrit dans le dossier médical partagé lorsqu'il est disponible ou à défaut, on remet une attestation au patient. On n'a aucune raison d'orienter le patient vers son médecin dans les 24 heures quand on a répondu à tous les critères de l'arbre décisionnel. Il n'y a pas de raison. Et par contre, en cas d'allergie aux antibiotiques recommandés, on ne prend pas contact avec le médecin traitant, on envoie le patient voir le médecin traitant, puisque potentiellement, il y a d'autres choses à vérifier. Donc, on n'appelle pas juste le médecin traitant pour avoir un accord téléphonique. Voilà. Alors, quel est le traitement de première intention recommandé pour le traitement de l'angine à streptocoque A, ainsi que les alternatives disponibles en cas d'allergie? Donc là, on est en texte libre aussi. Donc, je suppose que c'était si allergie Josacine. On peut passer au diapo. Donc oui, évidemment, le traitement de première intention, c'est l'amoxicilline à la poso de 2 grammes par jour en 2 prises par jour pendant 6 jours. En revanche, comme tout à l'heure, en cas d'allergie aux pénicillines sans contre-indication aux céphalosporines, on viendra privilégier la céfuroxime ou la cefpodoxime. Donc vous avez les posologies qui sont notées, je ne vais pas revenir dessus. Mais on n'ira pas en première intention sur les macrolides.
Transition. La transition, donc on va éviter le torticolis, je me relève. Donc troisième cas clinique concernant une pneumopathie d'inhalation. Donc là, vous êtes en EHPAD, un de vos patients de 85 ans, sans antécédent, est alerté par les DE de l'EHPAD pour une dyspnée fébrile depuis 48 heures. Le patient a des notions de fausse route. À l'examen clinique, il est fébrile à 38,5, tachycarde à 110, la tension est à 14,7, la saturation est à 95% en air ambiant et la fréquence respiratoire à 20 par minute. Il présente un fouet crépitant dans le champ pulmonaire droit et du coup, le médecin s'oriente vers une pneumopathie d'inhalation et demande une prise de sang complémentaire. Donc, première question au CLAP. Quel marqueur biologique prescrivez-vous pour affirmer ou exclure le diagnostic de pneumopathie d'inhalation? La CRP, la PCT, une NFS ou aucun examen complémentaire? Afficher les résultats. Puis une CRP, CRP-NFS un tiers des cas et 80% OK. OK. Je pense que vous passez revenir sur le diaporama. Donc effectivement, aucun biomarqueur. Diapo suivante. Pour affirmer un diagnostic de pneumopathie d'inhalation, aucun biomarqueur n'est recommandé. Par contre, si jamais le patient a des terrains de polypathologie, de fragilité, on peut faire une biologie, mais dans ces cas-là, pour discuter un diagnostic différentiel ou mettre en évidence une insuffisance rénale qui pourrait faire modifier les posologies ou une décompensation cardiaque ou autre. Mais pour le diagnostic de pneumopathie d'inhalation, il faut des critères anamnestiques, des critères cliniques et des critères d'imagerie. Donc d'abord, il faut affirmer la pneumopathie, donc des signes cliniques d'infection respiratoire aiguë basse, un infiltrat radiologique de nouveau, et puis avoir un diagnostic présomptif d'inhalation. Donc c'est chez un patient avec des troubles de la déglutition ou une pneumopathie déclive avec des troubles de la vigilance, de la déglutition, une anomalie des réflexes nauséeux et de toux, une altération de l'hygiène bucco-dentaire ou une atteinte des voies aérodigestives supérieures. Et juste un petit aparté, un patient qui ferait une inhalation, une fausse route, s'il a un tableau respiratoire aigu immédiatement après l'inhalation, ça ne répond pas à la définition de la pneumopathie d'inhalation, mais c'est une pneumopathie chimique. Et du coup, quel examen d'imagerie doit être réalisé en priorité chez un patient avec une pneumopathie d'inhalation suspectée? Aucun, une radiographie thoracique, un scanner thoracique sans injection ou une échographie thoracique. Donc majoritairement la radiographie thoracique. Alors en fait, la bonne réponse, ce sera le scanner thoracique sans injection. La société Ginger, société de gériatrie, et la société de la SPILF vont proposer des recommandations qui vont paraître prochainement. Il est recommandé de réaliser une imagerie à type de scanner. Finalement, le scanner sert surtout à infirmer le diagnostic de pneumopathie d'inhalation pour éviter une antibiothérapie. Maintenant, on peut quand même se poser la question de la faisabilité chez nos patients d'EHPAD. Est-ce qu'il faut les transporter? Quelles conditions? Est-ce qu'il faut surcharger les services d'urgence? Donc voilà, c'est à discuter. Donc, il positionne quand même le scanner thoracique sans injection et à défaut, une radiographie thoracique ou l'échographie thoracique. Quels sont les examens microbiologiques recommandés de façon systématique? Aucun, un ECBC, une antigénurie légionnelle et pneumocoque ou des PCR respiratoires grippe Covid. Oui? Oui, c'est pour ça, en fait, ça va être positionné dans les recommandations qui vont sortir, mais effectivement, faisabilité par rapport aux patients, c'est pas forcément évident. Et je sais que l'échographie thoracique va être un petit peu en plein essor, notamment sur les nouvelles générations de médecins qui sont formés à ça. Peut-être que ça pourrait être aussi une alternative. Il y a les recommandations et après, il y a la pratique clinique et la vraie vie, effectivement, dans les EHPAD. Donc, faut-il réaliser des examens microbiologiques pour les pneumopathies d'inhalation? Aucun, un quart. Antigénurie 25% et un peu moins de la moitié des PCR virales. Finalement, aucun examen complémentaire n'est recommandé pour le diagnostic d'une pneumopathie d'inhalation.
Après, on peut toujours se poser de la pertinence de faire les PCR virales. Effectivement, si on a un doute sur une inhalation, ça peut toujours valoir le coup de faire les TRON, notamment on est en pleine épidémie, grippe, Covid ou autre, qui peuvent altérer l'état de conscience du patient et entraîner aussi une inhalation. Donc, ça peut valoir le coup dans ce cas-là. Mais pour diagnostiquer une pneumopathie d'inhalation, pas besoin de CBC, pas besoin d'antigénurie. On va repasser au diaporama. Ouais. Donc un petit message sur le bon usage diagnostique, focus microbiologie. Tout d'abord sur les antigénuries. Donc on peut avoir l'antigénurie pneumocoque. C'est recommandé uniquement en cas de pneumopathie sévère. La sensibilité est finalement moyenne avec une bonne spécificité de plus de 80% chez l'adulte. Il peut y avoir vraiment des faux positifs chez les patients BPCO avec également un portage nasopharyngé chez les enfants. Et on sait que l'excrétion est prolongée dans les urines de 3 mois jusqu'à 6 mois dans les études. Donc, en fait, il suffit de faire une infection ORL 3 mois auparavant. Et en fait, on va avoir notre antigénurie pneumocoque qui va être positive et ce ne sera pas le pneumocoque qui sera responsable de l'épisode actuel. Concernant l'antigénurie légionnelle, c'est recommandé en cas de pneumopathie sévère ou s'il y a une suspicion de germe atypique, on y reviendra par la suite, qui a une très bonne spécificité, plus de 99%, et une bonne sensibilité, 80 à 90%, et uniquement pour le sérogroupe de type 1. Par contre, il peut y avoir des faux négatifs, notamment si c'est fait de façon précoce. Donc, ces fois, nous, on les refait une deuxième fois à l'hôpital et ça n'exclut pas le diagnostic. Donc, en pratique, pas d'antigénurie en ville. Concernant le CBC, le seuil de significativité de la culture est à 10 puissance 7. Il est souvent contaminé par la salive des patients. Il n'y a pas forcément le bel ECBC, donc peu contributif. Et il est vraiment recommandé de le faire s'il y a une pneumopathie aiguë communautaire après un échec d'une première antibiothérapie. Chez les patients BPCO qui ont une augmentation de la purulence des crachats, pareil, on y reviendra, ça peut être recommandé, notamment s'il y a eu des antibiotiques répétés, pour voir s'il n'y a pas des colonisations à des germes un petit peu particuliers, et chez les patients mucoviscidose. Concernant la procalcitonine, alors déjà, aucun intérêt de doser pour le diagnostic d'infection la VS. La CRP est plus sensible et plus spécifique. Et après, on sait qu'il y a la CRP et la PCT, ça ne sert à rien de prescrire les deux. Et finalement, la PCT est 10 fois plus chère que la CRP. Donc, plutôt le choix de la CRP que de la PCT. Et tout ça remis dans son contexte clinique. Parce que finalement, on ne traite pas une PCT élevée ou une CRP élevée. On traite un patient avec une clinique suspect d'infection ou pas. Après, en cas d'évolution clinique favorable d'une pathologie infectieuse, il n'est pas indispensable de recontrôler encore ces examens CRP ou PCT, c'est la clinique qui prime. Et si jamais on fait un bilan de contrôle, il faut au moins attendre 48 heures entre ces examens, que ce soit PCT ou 48 heures, avant de refaire. Et si on a une CRP ou une PCT qui baisse, ça ne sert à rien de la refaire jusqu'à ce qu'elle se négative. Non, elle passe de 200 à 50, ben on est content, pas besoin d'attendre qu'elle soit complètement négative. On s'arrête. Donc, pour notre patient de 86 ans avec sa pneumopathie d'inhalation à son EHPAD, quelle antibiothérapie proposez-vous? Aucune, amoxicilline de l'acide clavulanique, donc augmentin, ceftriaxone ou ceftriaxone métronidazole. Il y a une grande majorité d'augmentin. L'augmentin, c'est bien. L'amoxicilline, ce n'est pas faux. Moi, je vais vous présenter les recommandations françaises, mais c'est en Grande-Bretagne où ils ont positionné l'amoxicilline pour les traitements des pneumopathies d'inhalation. Donc en France, on a été moins courageux dans le bon usage, mais on peut revenir au diaporama, s'il te plaît, effectivement. Donc l'augmentin. Avec diaporama, s'il te plaît, excuse-moi. Donc, effectivement, pour la microbiologie des pneumopathies d'inhalation, donc ça va être la flore ORL. Donc, on va avoir les streptocoques, les anaérobies, on peut avoir l'hémophilus et des entérobactéries. Donc, en première intention, c'est le classique augmentin à 50 mg kilo, Peros. En cas d'impossibilité de la voie Peros, on utilise la ceftriaxone. Ça peut être utilisé chez les personnes notamment âgées qui ne déglutissent pas, par voie sous-cutanée. En troisième intention, ou si allergie, c'est le Bactrim qui est recommandé, et non pas les macrolides comme dans les recommandations des pneumopathies aiguës communautaires, parce que finalement, avec le Bactrim, on va récupérer cette flore d'entérobactéries, et seulement en cas d'échec et d'évolution défavorable, soit à l'augmentin, C3G Bactrim, et ben, si c'est un échec, on passe à de la tazocilline.
il n'est pas recommandé d'associer le métronidazole. Avant, on avait cette conception qu'il fallait cibler la flore anaérobie et mettre du flagyl au patient en plus. Non, en fait, bon, l'augmentin, ça couvre les anaérobies, mais même que ce soit les C3G, ça a aussi un spectre anaérobie. Et les anaérobies de la bouche, ils sont sensibles à la MOX, à l'augmentin, au C3G et aux bactéries. Donc vraiment, on rappelle dans le bon usage que la ceftriaxone, c'est vraiment une alternative s'il n'y a pas de possibilité de voie Péros, ni IV. Voilà, c'est vraiment pour les pnéumopathies graves. Concernant la durée, c'est vrai qu'en infectiologie, on va toujours vers des durées de plus en plus courtes et 5 jours sont suffisants pour traiter une pnéumopathie si l'évolution a été favorable à 72 heures. Dans les autres cas, s'il y a de l'O2, on reste sur une durée classique de 7 jours. Et donc finalement, si on a un patient qui inhale immédiatement et qui a des signes de détresse respiratoire, donc le diagnostic de pnéumopathie chimique, il n'y a pas besoin d'antibiotiques, c'est une surveillance clinique du patient qui permet de dire est-ce que son drainage naturel ne va pas se faire et il va guérir tout seul de son inhalation. Ce n'est pas une pnéumopathie d'inhalation. Et pas, dans le cadre des pnéumopathies d'inhalation, pas de bénéfice aux corticoïdes hors exacerbation de BPCO, ni aux aérosols hors bronchospasme ou à la scopolamine en dehors de la fin de vie. Et il faut aussi agir sur tout ce qui est facteurs de risque et prévention. Donc, on peut avoir différents facteurs de risque d'inhalation, que ce soit des troubles neurologiques, ORL, bucco-dentaires, respiratoires ou gastriques avec les reflux. Donc, il faut vraiment réévaluer tous les traitements ayant un impact sur la récidive des pnéumopathies d'inhalation, les traitements qui modifient la vigilance, la déglutition, les IPP. Il faut faire une évaluation des troubles de déglutition des patients et adapter le régime alimentaire sur mesure dans les EHPAD. Faut bien positionner le patient, plus de 30 degrés systématiques, s'installer de position assise pour les repas, veiller à une bonne hygiène bucco-dentaire quotidienne. Et il faut faire bouger le patient, le mobiliser, le mettre au fauteuil, le verticaliser, la rééducation. Tout ça, c'est des facteurs de risque qui vont diminuer l'incidence des pnéumopathies d'inhalation. Ensuite, un cas clinique, une pnéumopathie un peu plus générale. Donc, c'est un monsieur de 55 ans qui est tabagique, qui consulte pour une asthénie, une sensation fébrile depuis 3 jours. Sa femme décrit une dyspnée, mais qui n'est pas vraiment ressentie par le patient. À l'examen clinique, il est fébrile à 38,2, il présente des crépitants fins des 2 bases, il a une rhinite également, il est par contre eupnéique en air ambiant, et au travail, tout le monde a été malade. Quel est le diagnostic le plus probable? Donc, est-ce qu'on va être sur plutôt un tableau de bronchite virale, décompensation de BPCO, pnéumopathie aiguë communautaire, OAP? Et donc, on se dirige plutôt effectivement vers une bronchite virale et un quart pnéumopathie aiguë communautaire. On peut revenir au diaporama. Donc, on était plutôt sur un tableau de bronchite virale. Je reviendrai pour un petit peu les signes ultérieurement. Et donc, on peut se poser la question d'accès au TROT pour aider au diagnostic des épidémies. Donc, vraiment, les grands gagnants de l'hiver, c'est les virus. Il y a ceux qu'on met en évidence, le VRS, la grippe, le Covid. Comme vous l'avez bien dit dans le pré-test, le VRS, ce n'est pas que pour les enfants. Depuis qu'on réalise les tests chez les adultes, on en voit beaucoup. Ça décompense également des comorbidités, notamment cardiaques. Donc, c'est vrai que les signes de bronchite, on va être sur des patients avec des fièvres plutôt peu élevées. On peut avoir des brûlures rétrosternales, une toux. La toux peut être grasse. On peut aussi avoir des crachats purulents. Finalement, le crachat purulent, c'est pas signe d'une bactérie. C'est signe d'une inflammation locale. C'est la réaction inflammatoire avec les polynucléaires et les macrophages. Donc, un crachat purulent n'est pas en soi un critère pour avoir une antibiothérapie. Et on peut également avoir une infection des voies aériennes supérieures hautes, rhinite ou haute, et rédérale bronchique. Et donc finalement, c'est vrai que les patients sont très attachés à leur ordonnance et s'il y a une infection virale, c'est pas les antibiotiques, c'est pas automatique et on peut s'aider de ces fiches support qu'on vous a déjà présentées auparavant pour dire qu'un rhume, une grippe, une bronchite, on va avoir de la fièvre sur plusieurs jours, on va être fatigué et finalement ce qu'il faut c'est le repos, se laver les mains, avoir une bonne hydratation et les critères pour consulter ça. Et finalement, c'est vrai que quand j'aime bien ce petit triptyque, quand un patient est enrhumé, si on lui donne des antibiotiques, ces antibiotiques vont agir sur sa flore locale au niveau du tube digestif et va apparaître là ici en rose une bactérie résistante. Pareil, le deuxième coup, ça va être encore un virus, encore un antibiotique
antibiotique, la flore microbienne digestive va être encore un peu plus résistante. Et le coup d'après, là, par contre, c'est une bactérie. Mais comme notre tube digestif, toutes les bactéries, niveau pulmonaire, le microbiote, on en a partout, les bactéries seront résistantes. Là, quel antibiotique donner? Et c'est là où se pose le problème de l'antibiorésistance. Donc vraiment, pour lutter contre l'antibiorésistance, c'est à chaque niveau, faut pas jouer sur quoi, faut avoir éviter la pression de sélection des antibiotiques et donc virus, pas d'antibiotiques. Donc, par contre, là, le patient revient, il a une toux productive avec des expectorations qui sont purulentes depuis 5 jours. Il a de la fièvre, il est fatigué, il a des douleurs musculaires. Il a une biologie qui retrouve une CRP élevée, une hyperleucocytose APNM. Et à la radiographie pulmonaire, il y a un infiltrat alvéolaire du lobe inférieur droit. Quel est le diagnostic le plus probable? Donc, est-ce que là, on est sur une bronchite, exacerbation BPCO, pneumopathie, OAP, 100% de pneumopathie. OK. Je pense qu'il y a la question d'après. C'est quel antibiotique? Ouais, donc effectivement, pneumopathie aiguë communautaire. Et quel antibiotique débuteriez-vous en première intention? Donc aucune, amoxicilline, augmentin, cefpodoxine, azithromycine. Amoxicilline dans la grande majorité. Je veux bien qu'on revienne sur... Donc là, ça peut se discuter, amoxicilline ou augmentin. C'était un patient qui était fumeur, qui a eu une première épisode un petit peu viral, puis après arrivé la fièvre. Donc là, on avait fait la proposition de l'augmentin. Diapositive suivante. Finalement, alors je vais revenir après un petit peu sur les conduites d'antibiotiques. On peut déjà se poser la question, est-ce que la prise en charge est ambulatoire? Est-ce qu'elle est hospitalière? Donc c'est vrai qu'on peut se servir du score CRB 65. Il est à 0, une prise en charge ambulatoire. Donc c'est-à-dire c'est si on a un patient qui n'est pas confus, qui n'est pas polypnéique, qui a un bon état hémodynamique et moins de 65 ans, et on se sert plus de l'âge physiologique pour ça, dans ces cas-là, c'est rassurant, une prise en charge ambulatoire. Et bien sûr, on revoit ces dégradations. Par contre, si ce score est supérieur ou égal à 1, c'est une indication à avoir une évaluation hospitalière, tout comme si on a des suspicions d'épanchement pleural, d'abcès, si le patient a des conditions socio-économiques défavorables, un défaut d'observance, un patient isolé, s'il se dégrade ou si une suspicion de tuberculose, là en général c'est des critères pour adresser le patient à l'hôpital. Et puis à cette zone grise, s'il y a un patient avec des comorbidités de plus de 65 ans, qui soit à risque de décompensation cardiaque, rénale, hépatique, AVC, diabète déséquilibré, les patients de drépanocytose qui sont des populations fragiles, les patients immunodéprimés, les patients qui auraient déjà fait des antécédents de pneumopathie bactérienne, des hospitalisations dans l'année, une vie en institution, tout ça, c'est les zones un petit peu pour discuter d'une évaluation hospitalière. Et finalement, je pense qu'il faut se baser sur la clinique et ne pas hésiter à s'appuyer aussi des réseaux de téléexpertise. J'y reviendrai également par la suite. Diapositive suivante. Et donc finalement, pour l'épidémiologie microbienne des pneumopathies aiguës communautaires bactériennes, il va y avoir le cas du sujet jeune, où ça va être une pneumopathie plutôt brutale. Et là, le grand gagnant, effectivement, c'est le pneumocoque. C'est la cause la plus fréquente d'agents bactériens responsables d'infections chez les patients plus de 40 ans et avec comorbidité. On va être sur des tableaux plutôt... un tableau très brutal avec de la fièvre, sensation de malaise, il peut y avoir des syncopes, des douleurs thoraciques qui sont le reflet d'une irritation pleurale, un syndrome inflammatoire qui sera assez majeur. Et effectivement, le traitement pour le pneumocoque, c'est l'amoxicilline et en cas d'allergie, les macrolides. Après, le sujet qui va avoir des comorbidités plutôt respiratoires, toujours dans un tableau plutôt d'apparition brutale, c'est là où, notamment chez le BPCO, avec des comorbidités aussi cardiaques ou autres, on va avoir toujours le pneumocoque, mais on peut avoir également de l'hémophilus, de la Klebsiella pneumoniae, de la Moraxella. Et dans ces cas-là, c'est pour ça qu'on élargit avec l'augmentin pour attraper un spectre un petit peu plus large. Dans les cas un petit peu où on suspecte une pneumopathie atypique, donc c'est des cas qui sont plutôt subaigus, qui évoluent en 1-2 semaines, on peut servir également des contextes épidémiques qu'on a eu avec le mycoplasme, avec la coqueluche. Donc là, c'est plutôt les germes comme le mycoplasme pneumoniae, chlamydia, il peut y avoir ici la coqueluche.
plus rarement la légionellose, donc ça, il faut y penser. Dans les situations à risque, les patients qui auraient fait des voyages, qui auraient été exposés à de l'eau contaminée en aérosol, dans les chantiers, climatisation. La légionellose, donc ça donne des tableaux un petit peu aussi extrapulmonaires, des signes neurologiques, des douleurs abdominales, des diarrhées. On peut avoir également suspecté ces bactéries atypiques s'il y a un échec de traitement par bêta-lactamine. À la biologie, on peut avoir des hyponatrémies, des cytolyses hépatiques. Et dans ces cas-là, si on suspecte une pneumopathie atypique, c'est plutôt les macrolides en première intention. Et seulement en cas de légionellose prouvée, on peut discuter une monothérapie de lévofloxacine. Et quand on est dans un contexte plutôt de pneumopathie post-grippale, après une grippe, on se surinfecte avec toujours le pneumocoque, l'hémophilus, le streptocoque et le staphylocoque aureus. C'est pour ça qu'en post-grippe, c'est plutôt l'augmentin qu'il faut préconiser pour les patients. Pareil, concernant la durée courte, 5 jours suffit si l'évolution est favorable. Si le patient est devenu apyrétique, il a une bonne tension, une bonne saturation, une fréquence respiratoire inférieure à 24, une fréquence cardiaque inférieure à 100, 5 jours suffisent. Par contre, 7 jours, si c'était un peu plus compliqué. Et d'un point de vue suivi ou surveillance, pas besoin de faire une biologie s'il va bien. Par contre, si on est chez les patients tabagiques, le scanner thoracique est quand même recommandé pour dépister des nodules pulmonaires pour dépistage du cancer. Donc là, on est sur le cas d'une numéro 5. C'est une femme de 70 ans qui présente une bronchopnéopathie chronique BPCO qui a été diagnostiquée. Elle consulte pour une exacerbation. Elle a de la fièvre, une toux productive, une dyspnée importante. Elle a une CRP très élevée, une hyperleucocytose APNN, une PCT élevée et elle a un infiltrat bilatéral diffus. Quels sont les arguments pour une surinfection de BPCO? Est-ce que la toux chez le patient BPCO, c'est un argument pour une surinfection? Est-ce qu'il faut une augmentation de la purulence des crachats depuis plus d'un jour? Est-ce qu'il faut une augmentation du volume depuis 2 jours? Ou est-ce que c'est sur la fièvre? La moitié la fièvre, augmentation des crachats depuis 2 jours. Ok, je veux bien qu'on revienne sur le cas clinique. Oui, alors c'était les cas cliniques proposés par nos collaborateurs de la CPTS, mais après, des fois, c'est la vraie vie. Peut-être qu'après cette présentation, on pourra arrêter la PCT. Donc effectivement, c'est une augmentation du volume depuis plus de 2 jours. Oui, André? Non, c'est la clinique. Hein, c'est la clinique. C'est la clinique. Ce qu'on voit, ce que font les bio, c'est peut-être très terre à terre et pathétique. Voilà. Non, la clinique. C'est pas une question, c'est terre à terre. Donc effectivement, pour le diagnostic d'exacerbation de BPCO, il y a eu les réclamations HAS qui ont été mises récemment. Donc il faut vraiment une augmentation de la dyspnée, de la toux et des crachats depuis supérieur à 24 heures. Donc on est vraiment sur le 2 jours, comme vous avez bien répondu. Et si le diagnostic de BPCO n'a pas été posé avec des EFR, donc là, c'est une suspicion d'un tableau respiratoire basse avec au moins les facteurs de risque classiques, un tabagisme, des symptômes chroniques antérieurs un peu récurrents, des épisodes d'infection respiratoire basse répétés et les comorbidités comme l'insuffisance cardiaque, les cardiopathies et autres. Les étiologies de ces exacerbations, donc toujours les virus qui sont les grands gagnants. Au niveau des bactéries, ça je vous en avais parlé, on peut avoir le pneumocoque, l'hémophilus, la moraxella, des entérobactéries comme la Klebsiella. Et si après, donc, ces patients BPCO, on rencontre beaucoup d'antibiotiques dans leur vie, des cures d'augmentin, c'est là qu'émergent les pathogènes plus ça va, tu vas bien? résistants à Ouais, ça va. le Pseudomonas aeruginosa, qui est une bactérie, c'est un BGN non fermentant qui est naturellement résistant à l'augmentin et au C3G. Donc c'est vrai qu'il faut y penser chez ces patients BPCO. Et là, c'est plutôt un traitement par bêta-lactamine injectable ou l'équinolone si c'est sensible. Il peut avoir aussi des infections mixtes, que ce soit des co-infections, des surinfections. Il ne faut pas oublier les causes environnementales. C'est vrai qu'avec les pics de pollution, on peut avoir des exacerbations des BPCO et tout ce qui est problème d'observance, technique de prise des bronchodilatateurs. C'est une maladie inflammatoire. Et après, devant tout symptôme pulmonaire, fébrile, il ne faut pas oublier les diagnostics différentiels. Ça, vous avez l'habitude, les embolies pulmonaires, une vraie pneumopathie, des OAP qui peuvent être aussi fébriles.
tout comme l'embolie pulmonaire. Suivante. Non, un peu trop tôt. Hein. Non, c'est pas fini. Ne partez pas, ne partez pas. Donc finalement, l'antibiothérapie n'est pas systématiquement requise. Hein, je l'ai dit, c'est une pathologie inflammatoire, donc on va s'aider aussi des corticoïdes, des bronchodilatateurs inhalés. La seule présence de la purulence des crachats, c'est pas déterminant, ça je vous en ai parlé également. C'est vraiment s'il y a plus de crachats et plus purulents, au moins 24 heures. Et donc après, en fonction de si on a un patient qui a des critères de sévérité, plus de 2 exacerbations par an, un VMS moins de 50%, des comorbidités, des cures répétées d'antibiotiques, plus de 65 ans, de l'OLD, on sera plutôt sur l'augmentin. Par contre, si on n'a pas ces critères-là, on sera plutôt sur un traitement par amoxicilline de 5 jours. Et ne pas oublier, il faut remettre des pneumologues pour la prise en charge de la pathologie chronique. Par contre, si la BPCO est avec un BEMS à moins de 30%, là, il y a une indication et une antibiothérapie. Et après, voilà, on n'a pas fait de WeClub pour ça, mais ça arrive tous les jours dans les cabinets, c'est le samedi, vous êtes tout seul, il n'y a plus personne, et le patient immunodéprimé arrive au cabinet. Donc c'est vrai que c'est toujours difficile de prendre ces patients-là en charge. Un patient immunodéprimé avec une pneumopathie, c'est facteur de risque de mortalité. C'est des populations qui sont fragiles, avec une immunosuppression qui peut être variable, que ce soit les biothérapies pour les immunosuppresseurs, les chimiothérapies, les greffés, l'infection par le VIH, une corticothérapie au long cours. Et finalement, quand on voit notre patient, on ne sait pas si on va être dans l'infection communautaire banale, une infection opportuniste ou une infection nosocomiale. Les étiologies sont multiples, hein, la bactérie, du virus, aux champignons, aux parasites, tuberculose. Et donc, au secours, des fois pour le diagnostic qui est compliqué à faire en ville, où le patient ne va pas pouvoir faire sa recherche de pneumocystis au laboratoire, le résultat, quand est-ce qu'il va le récupérer, il va le payer. Donc, c'est vraiment là où déjà, il faut s'appuyer sur la clinique avant tout. Est-ce qu'il y a des signes de gravité? S'il y en a, on ne se pose pas la question aux urgences. Et sinon, de se servir vraiment de ces réseaux qu'on a avec les professionnels de santé du territoire. Et donc, c'est la télexpertise. Et avec le réseau, faire des consultations semi-urgences ou adresser aux urgences. Et donc là, je vous ai remis, nous, on a un téléphone d'avis accessible de l'extérieur pour tous les médecins, donc toute la semaine, de 9h à 18h, également le week-end de 9h à 13h, qui est accessible pour les professionnels, également avec la télexpertise Omnidoc, donc l'inscription est gratuite, c'est assez facile, où on peut avoir, ça peut être pour ce genre de patients, mais pour tout conseil, hein, que ce soit des schémas vaccinaux, comme Manon l'a dit, suspicion de borréliose de Lyme, une prise en charge diagnostique ou thérapeutique d'une pathologie infectieuse. Et ça, on vous répond la semaine dans la journée, et puis si c'est le week-end, le lundi. Et en dehors des heures ouvrables de la ligne d'avis du CHIV, sachez qu'il existe l'astreinte francilienne d'infectiologie, on a remis le flyers pour, à partir de 20h à 8h, donc c'est ceux qui font peut-être des permanences au SAMI ou le week-end dans leur cabinet avec un infectiologue d'Île-de-France. Un petit point sur la prévention et vaccination. Donc, on voulait vous remettre, pareil, vos données de consommation de grippe saisonnière sur le département de l'Essonne et Val-de-Marne, qui est dans la moyenne nationale en France. Et par contre, pour les populations plus à risque, là, on était un petit peu en dessous de la moyenne en France. Donc, en Essonne, 23%, comme dans le Val-de-Marne, alors que c'est 26% en France. Donc, vous les connaissez, ces sites, hein, Vaccin Info Service, mesvaccins.net, les rapports des hauts conseils. Donc, pas hésiter à s'appuyer dessus ou à nous demander des avis pour les vaccinations. Je vous ai remis une petite diapositive sur la vaccination Covid, grippe, pneumocoque. Bon, là, j'ai remis les recommandations pour le Covid, mais c'est à peu près les mêmes indications pour la grippe et le pneumocoque chez les patients avec des comorbidités, qu'elles soient cardiaques, diabétiques, les cancers, les transplantés, immunodéprimés. Et c'est vrai que vous travaillez probablement aussi avec des EHPAD. La vaccination des résidents qui est primordiale. Dans un monde parfait, ce serait vaccination des résidents et des soignants. Plus la vaccination est collective, meilleure elle est. Et donc chez nos petits résidents, c'est le Covid, la grippe, le pneumocoque, le DTP, la coqueluche et le Zona avec un nouveau vaccin qui fait son retour. J'ai mis un petit diapo sur le pneumocoque pour le Prévenir 20 qui est arrivé au mois de juin.
du coup, pour les personnes à risque. C'est vrai qu'on a souvent comme question, quand est-ce que je peux faire mon Prévenir 20 en fonction du schéma que j'ai eu. Donc, si j'ai eu un Prévenir 13, il faut attendre 1 an avant de faire le Prévenir 20. Si j'ai eu un Pneumovax, donc un PV 23, pareil, 1 an. Par contre, si j'ai eu un schéma complet, il faudra attendre 5 ans. Et donc, Prévenir 20, c'est qu'une dose, qu'une vaccination. Ça va quand même simplifier le schéma vaccinal de nos patients. Il y a moins de sérotypes dans ce vaccin-là, mais ils ont changé, ils ont mis les sérotypes qui sont responsables des infections invasives à pneumocoque. Donc vraiment tout bénef à le prescrire chez les patients dans le cadre des recommandations. Oui. Vous avez un peu sur la réponse de la vaccination avec le Pfizer. Alors pas encore, probablement tous les 5 ans. Eh ben, merci de votre attention. Donc, c'est vrai que dans le cadre de cette présentation en lien avec le CRATB, nous, on sera très contents de travailler avec vous, avec tous les CPTS, à réfléchir à des actions ensemble si vous avez des idées. Et c'est vrai qu'il y a la charte francilienne du bon usage qui existe. On peut recruter des ambassadeurs pour le bon usage. Donc, on peut être une CPTS, un professionnel de santé engagé ou une EHPAD engagée pour le bon usage. C'est une labellisation. Ça consiste en quoi? En faire des formation, actualisation des connaissances via les webinaires du CRATP ou les formations comme dans ce cadre, participer à la diffusion des outils de communication sur le bon usage des antibiotiques et voilà, aider à la coopération territoriale avec tous les professionnels de santé. Et du coup, c'est vrai que préservons nos antibiotiques pour un monde meilleur. Merci. Merci Anna, merci Marion. C'est un véritable défi parce qu'il fallait faire une formation qui s'adresse à, on me dit de changer, voilà, c'est une formation qui s'adresse à la fois à des infirmiers, à des radiologues, à des médecins du travail, des médecins, des psychologues, des pharmaciens. Chapeau. Chapeau d'avoir regroupé. En fin de compte, c'est nos patients suivent tout le monde et on est tous, on les voit, chacun notre tour. Je vous laisse, merci. Et n'hésitez pas, peut-être s'il y a des questions dans la salle ou sur le web. Il n'y en a pas dans le chat. Peut-être ils veulent prendre la parole. Oui, est-ce que vous voulez prendre la parole sur le... Je te laisse, Noam, nous dire. Il n'y en a pas ici. Il y a En visio, pas de questions il n'y a pas de questions dans le chat. Si vous en avez, vous pouvez les poser en live. Vous n'hésitez pas. Il y a une question. Il y avait un petit peu plus fort pour que nos collègues du web puissent t'entendre. À un moment donné, il y avait un flyer avec la durée de rhume, tout ça. Est-ce que vous savez sur quel site on peut récupérer ça? Oui, c'est sur les outils du CRATB. Le flyer avec rhume, grippe et tout ça. Oui, c'est sur les outils du CRTB. Ils ont fait une boîte à outils. De toute façon, on mettra le lien Oui. On mettra le lien. Oui, puis on les mettra sur le site de la... On enverra un mail récapitulatif avec tout ça qu'on... La fiche qui était en haut à droite, c'était sur AntibioClick. On peut les télécharger. Après, il faut choisir le format qui nous plaît. C'est visuel. Les informations sont un peu similaires. Moi, j'avais une question sur la pharmacie de piscine. Quand il y a un TROD positif, du coup, c'est le pharmacien qui prescrit, mais comment est-ce que c'est le pharmacien qui fait l'ordonnance au patient avec la PDI, etc. Ou il explique, en fait, on a un formulaire, pré-rempli, on va dire, de prescription. Ah oui, et puis, voilà, on coche à l'oxycilline, et il y a la posologie, la durée, etc. Enfin, on la recalcule en fonction. Oui, ouais, d'accord. Okay. Et après, ça part en remboursement. Oui, c'est le premier remboursement. Ok. Il y avait une question en ligne, pas de TROD angine à domicile. On ne vous entend pas bien, les questions-réponses. C'est une question, pas de TROD angine à domicile pour interrogation. C'est une interrogation, une affirmation. Ce serait pour un médecin généraliste qui ferait une visite à domicile ou ça peut être possible? Un médecin, c'est possible. Un pharmacien, par définition, ne se déplace pas à domicile, donc non. Et les infirmières ne peuvent pas. C'est pas encore dans les protocoles de coopération, mais peut-être. C'est des protocoles de coopération qui doivent pouvoir s'écrire. En tout cas, ça n'existe pas.
y avait une autre question que tu voulais. Oui, au niveau des protocoles pour les trois origines, ils ont une formation, une formation. Est-ce que du coup, pour les infirmières de la femme Aussi, ouais, pour les infections, alors juste pour ceux qui sont en ligne, la question c'était sur est-ce qu'il y a besoin d'une formation pour les diagnostics de cystite et les prescriptions par les pharmaciens, comme pour le TROD. Oui, c'est le cas. Il faut 4 heures de formation théorique pour les deux, mais il y a en plus une formation pratique d'1 heure pour les TROD angines. Mais oui, dans les deux cas, il y a une formation qui doit être validée avec des organismes agréés et l'attestation de formation doit être envoyée au Conseil de l'Ordre. Et ça, effectivement, ça a été les 2 nouveautés pour les officines de ville, TROD angine et BU cystite. Simple. Moi, je vais faire une parenthèse. L'utilisation d'Omnidoc et autres pour les médecins, je vais parler pour les médecins, n'oubliez pas de coter, il y a la possibilité de coter, ce qui permet d'avoir une validation des actes que vous faites et que nos collègues hospitaliers qui vont vous donner la réponse puissent eux aussi avoir une validation des actes intermédiaires de leur établissement pour qu'ils soient chouchoutés après. Il y a une autre question en visio. Alors, du docteur Vélan apparaît. Donc, il dit, vous parliez du Paxlovid en début de présentation. Que recommandez-vous concernant son utilisation actuelle en 2025? À mon avis, de moins en moins d'indications. C'est vrai qu'on a l'impression que le Covid est passé plus comme un rhume. Après, pour les personnes qui seraient pas vaccinées pour le Covid, peut-être peut se poser l'indication à risque de forme grave. Je peux recommander, mais c'est vrai que les patients qui seraient vaccinés tous les 6 mois sont moins à risque de faire des formes sévères. Et puis il y a le problème maintenant du remboursement également. Ça vaut cher, mais Ouais. C'est ce qu'on m'avait dit moi à l'hôpital, mais peut-être. Il y a eu la période de transition. La période de transition. D'accord. Ouais. Si c'était diminué par rapport à avant, est-ce que c'est aussi en rapport avec une nouvelle protection des femmes enceintes des données ou Je pense que c'est trop. Je pense que ça n'a rien à voir. C'est trop tôt pour voir l'impact de la vaccination. Pour ceux qui étaient en ligne, la question était sur est-ce que le fait de voir le VRS en baisse, ça peut être lié à la vaccination des nouveau-nés et des femmes enceintes. Parce qu'il y a l'Abrysvo qui est utilisé, mais que depuis cette année. Je ne pense pas que ce soit un facteur actuellement. Peut-être que si on voit perdurer, on pourra se dire que... Mais c'est trop tôt pour conclure, je pense. N'hésitez pas, alors je ne sais pas si vous vouliez peut-être dire un mot, c'était une première, hein. Merci à ceux qui sont venus, merci à ceux qui sont en ligne, on espère pouvoir s'améliorer, n'hésitez pas à apporter des sujets, à participer sous quelque forme que vous voulez, je vois les noms, tous ceux qui sont là, merci. Merci, Pauline, je vois, merci. Hein, on espère pouvoir reproduire ce schéma, l'interaction, travailler ensemble sous cette forme ou sous une autre forme. Voilà. Nous avons été au cours de la soirée 46 en simultané. Ce qui était un véritable défi de le faire à la fois en simultané, de trouver des horaires, de trouver le lieu pour ceux qui sont venus. Bravo. Merci. Merci à tous et n'hésitez pas. Merci. Je tiens à remercier Noam, Virginie, Audrey et bien entendu le centre Gisèle Halimi qui nous a prêté sa salle et ça permet de découvrir, représenté par notre collègue ici. Hein, si vous avez besoin de connaître le centre, vous vous adressez, elle vous fera plaisir de vous donner des renseignements. Merci à tous et puis bonne soirée et puis à très bientôt. Très bientôt.
revoir.